Donc la séance d'aujourd'hui, c'est la deuxième séance sur la magnétostatique. Donc on va continuer sur la méthode de calcul de champ magnétique par la méthode directe et on va aborder une autre méthode à la fin de ce cours qui est le théorème d'Ampère. Donc le premier cas qu'on a étudié la dernière fois, c'est le cas d'une spire circulaire. Donc, nous avons commencé par un arc de cercle. Ensuite, une spire, on a calculé le champ au centre de la spire. Ensuite, on a importé le point de l'axe de la spire, uniquement sur l'axe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est sur cet axe-là que le champ magnétique possède une seule composante. Au-delà de l'axe, par exemple, vous voyez bien, ici, en ce point, il possède une composante suivant Z et une composante suivant ER. B de Z, B de R. Et le calcul est un peu compliqué. Donc, pour le moment, on ne fait le calcul que sur l'axe Z. Bon, je rappelle la méthode de calcul de champ magnétique par la méthode directe. Donc, c'est exactement la même qu'on a utilisée pour le calcul du champ électrique. Toujours la symétrie et les invariances avant de faire aucun calcul. Ensuite, l'expression de champ magnétique déterminée ou bien créée par un élément de courant en utilisant la loi de Biot et Savart. Ensuite, ne calculer que la composante non nulle qui est dictée par les règles de symétrie. Et enfin, exprimer chaque composante en fonction des données des problèmes. Et s'il apparaît plusieurs coordonnées non indépendantes, on verra un exemple aujourd'hui de ce cas-là, on va exprimer les uns en fonction des autres pour n'en garder qu'une. C'est exactement les mêmes méthodes que nous avons utilisées pour calculer, par exemple, le champ électrique créé par un segment. Si vous vous rappelez, on a tout exprimé en fonction de l'angle alpha. Bien. Donc, vous avez en général deux grands cas dans la méthode de calcul direct. Vous avez tout ce qui est arc de cercle, un cercle sur l'axe ou juste une portion de cercle, ce qu'on appelle des circuits circulaires. Et vous avez le cas des circuits linéaires. C'est le cas des segments. Et c'est l'exemple qu'on va traiter en détail aujourd'hui. Et on va faire plusieurs applications. Donc, on va prendre le champ créé par un fil fini, hein, pas nécessairement infini, un fil fini, AB, de longueur AB. AB. Un segment AB parcouru par un courant I, et on veut déterminer le champ en un point M quelconque de l'espace, tel que la distance OM, par exemple, est égale à petit a. D'accord? Donc, on va remarquer ici que le point M n'est pas nécessairement sur la médiatrice, quel que soit le point M du plan. Peu importe, hein, qu'il soit ici, là, n'importe où. Donc là où on a choisi le point M, je vais faire la projection sur l'axe et je prends ici comme origine de mon repère, l'axe OZ. Donc cet axe-là, on va l'appeler OZ. Voilà, donc comme ça, on va travailler en coordonnées cylindriques ER, Eθ qui est perpendiculaire au plan de l'écran, qui est vecteur rentrant, et EZ qui est suivant l'axe. Donc voilà les données, vous avez un segment parcouru par un courant I, déterminer le champ magnétique en un point M quelconque de l'espace. D'accord? Donc je répète, le point M, on pourrait le prendre ici, là où vous voulez. Mais là où je fixe M, une fois que je fixe le point M, je fais la projection sur l'axe OZ et je prends mon origine ici. Ensuite, ma base ER, EZ et Eθ. Bien. Donc, toujours la méthode, on va suivre la même méthode qu'on a fait pour la spire. Premier cas, la symétrie. Donnez-moi un plan de symétrie qui passe par le point M, s'il existe. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe? Oui. MEREZ. Très bien. Le plan de l'écran. MEREZ. MEREZ est un plan de symétrie. Donc, le champ va être suivant quoi? Eθ. Suivant Eθ. Donc, vous voyez que là, on n'a pas, le point M n'est pas nécessairement sur la médiatrice. N'importe où dans l'écran, le plan de l'écran, vous avez toujours le plan de l'écran est un plan de symétrie. Donc, le champ va être suivant Eθ. Ça veut dire que les lignes de champ créées par un segment AB, les lignes de champ vont être des cercles. Voilà les lignes de champ magnétique B. Donc, parce que c'est ça le vecteur Eθ. Donc, partout, le champ va être suivant Eθ.
Autrement dit, les lignes de champ sont des cercles. Donc, voilà le plan de symétrie. Donc, le plan de symétrie. Et donc, le champ magnétique, il est perpendiculaire à ce plan. Donc, voilà, ici, il est suivant θ. Bien sûr, ici, il va être dans l'autre sens. Bien, donc le champ magnétique, il est suivant θ. Voilà la symétrie. Maintenant, on va essayer de passer au calcul. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, il n'y a pas d'invariance puisque l'on a pris un fil fini. Donc, il n'y a pas d'invariance par translation. Il y a juste une invariance par rotation. Mais vous n'avez pas invariance par translation suivant Z, ni par déplacement suivant ER. Donc, on va utiliser juste la symétrie. Bien, deuxième étape, on va prendre un élément de longueur, ID de L. Voilà, je l'ai pris en un point P quelconque. Si tu as une distance OP égale à Z, donc je prends un élément de courant à une distance Z de l'origine. Mon élément de courant, c'est ID de L. Et d'après la loi de Biot-Savart, le champ élémentaire créé par ID de L au point M est donné par définition mu0 I sur 4 pi D de L vectoriel U sur R carré. Dans cette étape, il faut préciser sur le schéma ce que c'est que D de L, ce que c'est que U, ce que c'est que R carré. Donc, on a dit D de L, c'est un élément de courant. Donc, si le courant circule dans le haut, ça va être un vecteur qui est dirigé vers Z. U, c'est un vecteur unitaire qui est dirigé de l'élément de courant vers le point où je calcule le champ. C'est la même définition que pour le champ électrique. R aussi, c'est la même définition que pour le champ. C'est la distance entre l'élément de courant et le point où je calcule le champ. Après, bien sûr, je veux écrire maintenant. Donnez-moi l'expression de D de L en coordonnées cartésiennes. D de L, ça serait égal à quoi? D de Z, EZ. D de Z suivant Z. Et maintenant, j'ai besoin de calculer D de L, EZ vectoriel U. Donc, on a fait cet exemple plusieurs fois. La façon la plus simple, c'est d'exprimer le vecteur U dans la base ER, EZ. Voilà votre vecteur unitaire U. Si je fais la translation, ça sera sur ce vecteur-là. Donc, j'ai besoin d'introduire cet angle que j'appelle alpha, qui est le même que cet angle-là. Donc, vous voyez bien que U a pour composante suivant ER cosinus alpha. Donc, cosinus alpha suivant ER. Et suivant EZ, c'est dans le sens opposé avec un signe moins. Donc, moins sinus alpha suivant EZ. Donc, voilà le vecteur unitaire U. Donc, je peux calculer tout de suite D de L vectoriel U. Donc, ça sera D de Z, EZ vectoriel cosinus alpha suivant ER moins sinus alpha suivant EZ. Et ça va me donner D de Z cosinus alpha ER, EZ vectoriel ER, c'est Eθ. Et EZ vectoriel EZ égale à combien? Donc EZ vectoriel EZ, bien sûr, c'est 0. Voilà. Donc voilà, je remplace D de L vectoriel U par sa valeur, c'est D de Z cosinus alpha suivant Eθ. Voilà, c'est ça la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est d'exprimer l'élément de courant sur le schéma correctement, d'introduire des angles si vous avez besoin des angles ici. Par exemple, j'ai besoin pour exprimer la projection de U ou le produit vectoriel D de L vectoriel U, je suis obligé d'introduire cet angle. Après, la dernière étape, c'est de ne calculer que la composante utile. On a dit la composante utile, c'est la composante suivant Eθ. Donc, je calcule la projection de D de B suivant Eθ, qui est tout simplement D de B, parce que lui-même, il est suivant Eθ. Et Eθ, bien sûr, scalaire Eθ, est égal à 1. Donc, voilà D de B. Maintenant, je passe à la quatrième étape. Vous voyez bien que R, Z et alpha sont des variables qui ne sont pas indépendantes. Si je prends ici un autre élément de longueur D de L, et D de L ici, vous voyez bien que R va changer, alpha va changer. Donc, si je change alpha, R change, Z change. Donc, je dois exprimer ces trois grandeurs en fonction d'une seule. Et on va les exprimer, les trois, en fonction d'une seule. Le plus simple, c'est de les exprimer tous en fonction de alpha. C'est-à-dire, je dois exprimer D de Z en fonction de D de alpha et D de R en fonction de alpha. C'est exactement les mêmes calculs que nous avons utilisés dans le cas de le champ électrique créé par un segment.
Donc, pour exprimer d de z en fonction de alpha, il faut penser toujours à la tangente ou à la cotangente, ça dépend des cas. Ici, le plus simple, bien sûr, on va travailler avec tangente. Donc, tangente alpha, c'est z sur a. Donc, tout de suite, d de z, c'est égal à a fois la dérivée de tangente. Et la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré alpha, d de alpha. Voilà, j'ai exprimé d de z en fonction de alpha. Maintenant, pour exprimer petit r, on va penser à cosinus. Cosinus alpha, c'est a sur r. Donc, tout de suite, 1 sur r, c'est égal à cosinus alpha sur a. Voilà. Donc, j'ai exprimé r en fonction de alpha. J'ai exprimé d de z en fonction de alpha. Après, il suffit de remplacer dans l'expression d de b. Donc, je remplace d de z par d de alpha sur cos carré alpha. Voilà le terme d de z. Je remplace 1 sur r carré par cos carré. Voilà 1 sur r carré. Et bien sûr, je n'oublie pas cosinus alpha, d de alpha. Cosinus alpha, d de alpha. Donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de simplifications. Cos carré avec cos carré, petit a avec a carré. Il va rester tout simplement mu 0 i sur 4 pi fois a cosinus alpha d de alpha. Maintenant, c'est quoi les bornes d'intégration? C'est le minimum de courant. Le courant démarre ici. Donc, le minimum de courant, c'est ce point. Et le maximum de courant, c'est ce point. Donc, l'angle alpha va varier entre son angle le plus petit, c'est celui-là, que je vais appeler alpha 1. Et l'angle le plus grand, c'est celui-là, que j'appelle alpha 2. Et notez bien la définition de alpha 1 et alpha 2. Alpha 1, c'est l'angle entre le point M, sa projection sur l'axe OZ, et là où démarre le courant. C'est ça la définition de alpha 1. Et alpha 2, c'est l'angle entre la projection du point M sur l'axe Z et là où se termine le courant. Bon, après, l'intégrale de cosinus, bien sûr, c'est sinus. Entre alpha et alpha 2, vous donne sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Donc voilà le champ magnétique créé par un segment en un point M quelconque de l'espace. C'est un champ qui est suivant θ et qui dépend uniquement dans l'angle alpha 1 et alpha 2. Bon, un cas particulier, si le point M appartient à la médiatrice, cette fois-ci, je prends un segment, voilà, AB, et on veut calculer le champ sur la médiatrice. Vous voyez bien que sur la médiatrice, vous avez une relation entre alpha 1 et alpha 2, laquelle j'ai alpha, le même angle ici. Ah, sur la médiatrice, j'ai le même angle. Donc, alpha 1, alpha 2, j'ai alpha 1 est égal à moins alpha 2. Bon, on va dire alpha 2 est égal à moins alpha 1 est égal à alpha. Donc, cet angle, l'angle positif, on va l'apposer alpha. Donc, vous voyez bien que alpha 2 égale à moins alpha est égal à l'angle alpha. D'accord? Donc, sur la médiatrice, j'ai le même angle. Celui-là est négatif, celui-là est positif. Donc, celui-là, je l'appelle alpha, celui-là, je l'appelle moins alpha. Voilà. Donc, l'angle varie entre moins alpha jusqu'à alpha. Et donc, vous savez que sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Donc, vous allez voir plus. Donc, 2 fois sinus alpha. Vous simplifiez par 2. Et voilà le champ créé sur la médiatrice. Un autre cas particulier, c'est le cas d'un plan infini. Donc, vous voyez bien, sur le plan infini, alpha va démarrer de cet angle-là, qui est moins pi sur 2. Et si l'angle est infini, bien sûr, de l'autre côté, vous voyez bien que alpha 2 va tendre vers pi sur 2. Donc, vous remplacez alpha 1 par pi sur 2. Donc, vous avez 1 moins 1, c'est plus 1, ça va être 2. Et donc, le champ va être mu 0 ici sur pi fois 1. Ou bien, vous utilisez le cas du plan de la médiatrice et vous allez prendre tout simplement alpha égale à pi sur 2. C'est la même chose. Et vous trouvez mu 0 i sur 2 pi 1. Donc, voilà tout ce qu'il faut savoir sur le calcul vraiment d'un champ, d'un segment. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que vous allez voir plein de questions, plein d'exercices nécessitent toujours de démarrer d'abord avec le champ créé par un segment. Est-ce que c'est clair le calcul du champ créé par un segment? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bien, on continue.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, on va prendre le cas où M appartient au segment A. Ce n'est pas dans le plan, mais il est confondu avec le segment AB, avec l'axe OZ. C'est-à-dire M appartient à OZ tout simplement. Voilà, je prends mon point M ici. On va démontrer la valeur du champ du point M en utilisant deux méthodes. Bon, la première, quelle sera la valeur de alpha 1 et alpha 2 lorsque le point M appartient au segment? Bon, j'ai déjà écrit la réponse ici. Alpha 1, quelle relation on doit vérifier entre alpha 1 et alpha 2? C'est le même. Parce que le point M, l'angle alpha, c'est l'angle. L'autre, le point M est là où démarre le courant. Il est confondu avec l'axe Z. Et alpha 2, c'est l'angle entre le point M et là où se termine le courant. Donc, les deux sont égaux. Alpha 1 égale alpha 2. Donc, ce qui implique que le champ est nul. Maintenant, on va le démontrer par symétrie. Quel est le plan MXZ? C'est un plan de quoi par rapport au segment? MXZ. Un plan de symétrie. C'est un plan de Symétrie. De symétrie. Donc, si MXZ est un plan de symétrie, qu'est-ce que je peux dire de BX et BX et BZ? C'est B ici. Sont nuls. Sont nuls, très bien, ils sont nuls. Est-ce qu'il y a un autre plan de symétrie? Est-ce qu'il y a un autre plan de symétrie qui passe par le point M? Oui, oui. Lequel? MYZ. MYZ, voilà, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à l'écran et que contient l'axe au Z. Donc MYZ, c'est aussi un plan de symétrie. Donc là aussi, la même chose, BY égale BX égale à 0. Donc vous voyez, BX égale à BY égale à BZ. Donc tout simplement, vous voyez, par symétrie, sans faire aucun calcul. Donc chaque fois vous avez un segment et on vous demande de calculer le champ sur la continuité du segment, vous êtes sûr que le champ est nul. Donc vous avez deux méthodes, on l'a démontré par deux manières différentes. D'accord? Bien. Maintenant, je vais faire quelques applications à quelques segments particuliers. Par exemple, imaginons deux demi-droites infinies. Donc, deux demi-droites infinies. Donc là, vous avez une demi-droite infinie dans ce sens et puis infinie dans l'autre sens. Et on vous dit de calculer le champ en un point A ici qui est situé à la distance petit a de chaque segment. Bien sûr, dans ce type de question, il ne faut pas refaire le calcul pour la loi de Biot-Savart. Il suffit juste d'appliquer le champ créé par un segment qui est mu0i sur 4 pi fois a. mu0i, donc pour un segment B égale à mu0i sur 4 pi fois a, facteur de sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Donc, il suffit juste de déterminer qu'est-ce que c'est qu'alpha 1 et qu'est-ce que c'est qu'alpha 2. Bon, je prends ce segment, je l'appelle 1, celui-là, je l'appelle 2. Bon, je vais faire le cas pour le segment 1 et je laisse le soin de faire pour le segment. Pour le segment 1, c'est quoi la valeur de alpha 1? C'est quoi l'angle alpha 1? Voilà le point A. Je calcule le champ à ce point. Ici, vous avez petit a, ici, vous avez petit a. Hein? Alpha 1 égale à combien? Pi sur 2. Moins pi sur 2. Moins pi sur 2, très bien, moins pi sur 2. Donc, je répète, pour déterminer alpha 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, normalement, j'aurais dû effacer comme ça. Voilà. Voilà le schéma, il est là. Donc, voilà, vous avez votre point A ici. Voilà. Pour déterminer les angles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer la projection du point A sur le segment. Ensuite, alpha 1, c'est l'angle entre quoi? C'est l'angle entre ce point et là où démarre le courant. Comme le courant, il vient de l'infini. Donc, voilà l'angle alpha 1. C'est quoi alpha 2? C'est l'angle entre la perpendiculaire et là où se termine le courant. Le courant se termine là. Donc, voilà l'angle alpha 2. Donc, alpha 1, c'est moins pi sur 2. Alpha 2 égale à combien? Pi sur 4. Très bien, P sur 4. Voilà. Donc, vous remplacez tout simplement ici, mu0i
sur 4pi fois a, facteur de sinus alpha 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, moins 1, c'est plus 1. Voilà. Donc, voilà le champ créé par ce premier. Et c'est exactement la même chose pour le segment 2. Pour le segment 2, alpha 1 va être égal à combien? Alpha 2 va être égal à combien? Donc, alpha 1, c'est l'angle entre le segment, la projection du point A sur le segment et là où démarre le courant. Donc, le courant démarre là. Voilà alpha 1 pour ce segment-là. Et entre la projection et là où se termine le courant, voilà alpha 2. Donc, alpha 1 va être égal à combien pour le segment 2? Moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Et alpha 2 va être égal à combien? Pi sur 2. Très bien, 1 pi sur 2. Pour remplacer, vous allez trouver exactement le même champ. Donc, ce sera 2 fois celui-là. C'est pourquoi vous avez mis 0i sur 2pi a, facteur de 1 plus racine de 2 sur 2, suivant EZ. D'accord? Parce que le vecteur qui est perpendiculaire, on n'a pas parlé de la direction. Le plan de l'écran, c'est un plan de symétrie. Donc, le champ va être perpendiculaire au plan de l'écran. Et vous utilisez la règle de la main droite. Et vous allez voir, c'est un vecteur qui est sortant. Donc, le champ magnétique, il est suivant. Il est perpendiculaire à l'écran. Voilà. Il est sortant. Et son module, c'est mu 0i sur 2pi a, facteur de 1 plus racine de 2 sur 2. C'est clair cet exemple? Prenons maintenant deux demi-droites qui sont liées par un quart de cercle. Donc, vous avez ici un quart de cercle. Donc là, vous avez trois contributions. La contribution de cette demi-droite infinie, de ce quart de cercle et ce demi-droite infini. Maintenant, pour la première demi-droite infinie, donc voilà le point où je calcule le champ. Toujours par symétrie, le champ va être perpendiculaire au plan de l'écran, parce que le plan de l'écran est un plan de symétrie. Et donc, il va être suivant EZ. Maintenant, le module. Pour ce premier demi-droite, donc vous voyez le point A, voilà la projection sur le segment. Donc, à quoi est égal alpha 1 et à quoi est égal alpha 2 pour ce segment-là? Alpha 1 va être égal à combien? Moins pi sur 2. Très bien, moins pi sur 2. Et alpha 2 va être égal à 0. 0. Bien. Donc, pour le segment 3, alpha 1 va être égal à combien? Alpha 2 va être égal à combien? Donc, pour le segment 0. 3, alpha 1 égale à combien? 0 et pi sur 2. Très bien. Et puis, le quart de cercle, on l'a déjà calculé la dernière fois. C'est le cas où alpha égale à pi sur 4. Vous remplacez alpha par pi sur 4 et vous allez trouver le champ suivant. Donc, voilà B1 plus B2 plus B3. Vous voyez un peu comment on applique les résultats d'un segment pour déterminer le champ dans plusieurs géométries. Maintenant, on va calculer le champ d'un polygone. Un polygone de n côtés. Bon, je représente ici 8 côtés, mais on va traiter le cas de n côtés. D'accord? Donc là, si vous voyez que si vous prenez un segment, ici voilà un segment par exemple, un segment, voilà, un segment, voilà, chaque segment est parcouru par le même courant I. D'accord? Donc ce segment va créer un champ magnétique B ici, puisque ce point M appartient à la médiatrice de segment, il appartient aussi à la médiatrice de ce segment, il appartient aussi à la médiatrice de celui-là, et le champ va être perpendiculaire au plan de l'écran, donc va être suivant OZ. Donc le champ créé par n côtés va être égal à combien en fonction du champ créé par un seul? Si, supposons que je connais le champ créé par un seul segment, bon, qui va être tout simplement mu 0 sur 2pi fois A, mu 0 I sur 2pi fois A sinus alpha. Avec A, c'est cette distance-là, et alpha, c'est cet angle. Parce que chaque segment, ce point appartient à la médiatrice de segment. Donc, voilà le champ créé par un seul. Maintenant, quel sera le champ total créé par n, un polygone de n côtés? En fonction de B1. N fois. N fois tout simplement, ça sera n fois B1, parce que celui-là va créer un champ suivant Z, celui-là va créer un champ dans la même direction, celui-là va créer un champ dans la même direction, donc ça sera n fois, donc ça sera mu 0 n i sur 2pi fois A
sinus alpha. Maintenant, à quoi est égale la valeur de alpha lorsque j'ai n côtés? Comment on va calculer alpha? Donc ça, c'est un exercice que j'avais proposé dans l'examen, je crois, de l'année d'avant. Donc là, pour déterminer alpha, vous voyez bien, pour un seul côté, cet angle, c'est combien? C'est 2 alpha. Cet angle, c'est 2 alpha. Cet angle, c'est 2 alpha. Donc, chaque côté va contribuer avec 2 alpha. Donc, le champ total, cet angle-là va être combien en fonction de alpha? Va être n fois 2 alpha. Et l'angle total égale à combien? 2p. 2pi. Très bien. Donc, alpha va être égal à pi sur n. Voilà. Donc, je remplace ici. I, ça va être mu0 ni sur 2pi fois a sinus pi sur n. Voilà le champ créé par un polygone. Maintenant, on va traiter le cas où n tend vers l'infini. Donc, on va chercher la limite de cet angle-là, de ce champ, si n tend vers l'infini. Donc là, pour n tend vers l'infini, il suffit de remarquer que cette expression, je peux l'écrire mu0 i sur 2a sinus pi sur n. Ce n sur pi, je vais les mettre au dénominateur, ça sera pi sur n. Ici, n tend vers l'infini, pi sur n, il tend vers quoi? 0. Vers 0. Et ce terme-là, il va tendre vers quoi? Vers 1. 1. Très bien, parce que c'est sinus x sur x lorsqu'x tend vers 0. Ah, d'accord, parce que pi sur n tend vers 0, donc c'est exactement ici, sinus x sur x lorsqu'x tend vers 0. Donc, vous voyez que le champ créé par un polygone, lorsqu'n tend vers l'infini, va être mu0i sur 2a. Et ça, c'était le champ créé par quoi? mu0i sur 2a, on l'a déjà calculé, c'est le champ créé par 5. un cercle. Et c'est tout à fait normal, parce que si vous avez un cercle, je peux, si n tend vraiment vers l'infini, hein, vous avez n côtés, vous voyez bien que le polygone va tendre vers un cercle. Donc, si les côtés vont être très très grands, vous partagez ce cercle en n côtés, chaque petit côté va créer un champ au centre, et si n tend vers l'infini, le polygone va devenir tout simplement un cercle, d'où le résultat qu'on a trouvé ici, mu0i sur 2pi fois. Autre exemple. Donc voilà, celui-là, là je vous donne juste des indications, je vous laisse le soin de faire. Par exemple, c'est 2 demi-droites plus un demi-cercle. Quel sera le champ au centre O? Donc ici, vous avez 1, 2, 3. Quel est le champ créé par la demi-droite infinie au point O? 1. La somme des 3 champs. Le premier égal à combien? Celui-là, qui vient de moins l'infini jusqu'au ce point. Il va créer un champ point O égal à combien ici? Nul. Oui, très bien, parce qu'il se trouve sur l'axe 0. Celui-là aussi, il va créer un champ nul. Donc, il va vous rester juste le champ créé par une demi-spire. On l'a déjà calculé. Il suffit de prendre alpha égale à pi sur 2. Par exemple, celui-là, c'est le champ créé par cette demi-droite, plus cette demi-spire, plus 2, 3, 4. Donc, le champ créé par 1 et 3 va être égal à combien? Au point C. Par 1 et 3. Le segment A et le segment 3 au point C. Hein? 0. 0, bien sûr, parce qu'il se trouve sur l'axe. C'est 0. Donc, tout ça va se réduire au champ créé par ce demi-cercle, plus le champ créé par celui-là. Or, on a déjà calculé le champ créé par un demi-cercle. Il suffit juste de faire attention que le courant ici, il est opposé au courant dans l'autre. Donc, c'est pourquoi vous avez un signe moins. Celui-là va créer un champ qui est rentrant. Celui-là va créer un champ qui est sortant. Vous utilisez la règle de la main droite. Vous tournez votre droite dans ce sens pour celui-là. Il va vous donner un champ qui est sortant. Vous tournez votre paume dans ce cas, et là, vous allez voir le pouce et les rentrants. Donc, c'est pourquoi vous avez ici R1 moins R2, le signe moins. Donc, le signe moins parce que les signes de courant sont opposés dans le demi-cercle.
Bon, autre exemple, celui-là, par exemple, cette géométrie-là, vous avez ce segment AA', infini ici, infini là, et qui sont liés par un arc de cercle. Donc, le champ total au point O va être égal à combien? Ce sera uniquement le champ créé par cet arc-là, qui est mu0 i fois l'angle, on l'a déjà calculé, fois l'angle θ sur 4pi fois r. Parce que le champ créé par celui-là et le champ créé par celui-là va être égal à 0 parce qu'il se retrouve sur son axe, comme tout à l'heure. Hein? Donc, ce point se trouve sur l'axe de ce segment, et on a déjà montré que le champ, on a un point de l'axe du segment, elle est nulle. Donc, c'est pourquoi il vous reste juste le champ créé par cet arc. Donc, voilà, on a fait le tour sur le champ créé par le segment et 6 différentes cas possibles. On peut imaginer un carré, un rectangle, c'est toujours le même principe. Hein? Il suffit juste de déterminer alpha 1 et alpha 2 pour chaque segment et vous pouvez calculer le champ. Bien, on peut même, bon là je viens de mettre sur la chaîne un QCM en magnétostatique où j'ai traité pas mal de questions sur ça, les gens peuvent regarder la solution. On peut même vous donner un segment ici et puis voilà, le point M sera là par exemple. Voilà le segment AB. D'accord? Ici par exemple H. Il suffit qu'on vous donne la distance HA, par exemple, la distance HM, la distance AB, on peut calculer le champ point M. Donc là, je fais toujours la perpendiculaire. L'angle alpha 1, c'est l'angle entre la perpendiculaire et là où démarre le courant. Voilà alpha 1 et voilà angle alpha 2. L'angle entre la perpendiculaire et là où se termine le courant. Vous voyez, dans ce cas-là, alpha 1 et alpha 2 sont positifs. Après, il suffit de calculer sinus alpha 1 et sinus alpha 2. Bien, donc on va arrêter ici pour le calcul de champ. Donc j'ai fait largement plus d'exemples. Bien sûr, on terminera les cas en tête D. Et on va passer maintenant aux équations locales, ce qu'on appelle l'équation fondamentale de la magnétostatique. Donc je rappelle les équations fondamentales de l'électrostatique. Vous avez d'une part divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Et vous avez rotationnel de E est égal à 0. Donc ça, c'est le théorème de Gauss sous forme locale. Ça signifie que le champ électrique dérive d'un potentiel scalaire. Qu'en est-il pour le champ magnétique? Donc là, on va prévoir le premier résultat en prenant par exemple un fil infini. Vous savez que les lignes de champ sont des cercles. Voilà, je l'ai tracé ici. Voilà la projection du fil. Regardez le fil vu d'en haut. Voilà, c'est le fil infini. Si je prends une surface fermée, quelconque, vous voyez que n'importe quelle ligne de champ qui rentre ici, il va sortir là. N'importe quelle ligne de champ qui rentre, elle sort. Puisque les lignes sont circulaires, n'importe quelle surface fermée que vous avez pris ici, vous avez toujours toute ligne de champ qui rentre, elle va sortir quelque part. Dans ce cas, on parle de flux conservatif. Autrement dit, le flux de B à travers une surface fermée, c'est toujours égal à 0. Ça, c'est une propriété générale du champ magnétique. Donc, pour le champ électrique, le flux est égal à la charge intérieure divisée par epsilon 0. Là, le flux est égal à 0. Bon, ce qui signifie en fait physiquement que le champ magnétique, il n'y a pas de charge magnétique. Donc, ça n'existe pas. Pas de charge magnétique, au monopôle magnétique. Un champ magnétique, c'est créé par des charges électriques. Ça n'existe pas de charges magnétiques. Donc, le flux du champ magnétique à travers n'importe quelle surface fermée est égal à 0. Ce résultat, bon, je l'ai juste montré ici dans le cas d'un fil, mais c'est un résultat qui est très, très général, quelle que soit l'origine du champ magnétique et quelle que soit la surface que vous avez pris. Et ça va nous amener à définir ce qu'on appelle le flux conservatif. Donc, le flux de champ magnétique à travers une surface fermée quelconque est toujours nul. On dit que le champ magnétique est un champ à flux conservatif. Le champ électrique est un champ à circulation conservatif. Le flux, lui, le champ magnétique, c'est un champ à flux conservatif. Donc là, c'est l'intégrale à travers une surface fermée. Il faut le mettre en 0 au milieu pour dire que la surface est fermée. Donc le flux d'un champ magnétique à travers n'importe quelle surface fermée, il est toujours nul. Maintenant, comme conséquence,
on a vu que dans tout le premier cours sur les rappels mathématiques, que le flux d'un vecteur à travers une surface fermée est égal à la divergence de ce vecteur à travers le volume qui entoure cette surface. Rappelez-vous, on a fait un exemple de calcul en symétrie cylindrique. On a montré cette intégrale. Donc le flux, ça c'est valable indépendamment du champ magnétique, quel que soit le champ, le flux d'un champ A à travers une surface fermée est égal à divergence de A fois d de V à travers n'importe quel volume qui entoure cette surface. Donc ça, c'est le théorème de Green-Ostrogatsky que nous avons vu tout au départ, au début de ce cours. Donc là, on va l'appliquer juste au champ magnétique. Mais puisque le flux d'un champ magnétique est égal à 0, donc ça c'est égal à 0 quel que soit le volume, donc en conséquence, divergence de B égale à 0. Donc voilà la troisième équation de Maxwell. Donc la première, c'est divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. La deuxième, c'est rotationnel de E égale à 0. La troisième, plutôt, c'est divergence de B égale à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell, et sa signification, c'est le champ magnétique est un champ à flux conservatif. Vous comparez avec divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, la divergence d'un champ est toujours liée aux sources de ce champ. Donc vous voyez que le champ électrique est créé par des densités de charge électrique. Le champ magnétique, sa divergence est égale à 0. Ça signifie là aussi qu'il n'y a pas de charge magnétique. Ça n'existe pas des monopoles magnétiques. Un champ magnétique, c'est créé toujours par des charges électriques qui sont en mouvement. Bien, donc maintenant, l'équation divergence de B égale à 0 va nous amener à définir ce qu'on appelle le potentiel vecteur associé au champ magnétique. Donc, sa signification qu'il n'y a pas de charge magnétique, absence de charge magnétique. Or, là aussi, nous avons vu que quel que soit le vecteur A, divergence de rotationnel de A égale à 0. Bon, ça, vous pouvez le démontrer facilement. Prenez un vecteur A quelconque, vous déterminez son rotationnel, par exemple, en coordonnées cartésiennes. Vous calculez la divergence de rotationnel, vous allez trouver toujours égal à 0. Donc ça, c'est quel que soit le vecteur. Maintenant, j'ai divergence de B égale à 0. Si vous comparez avec ça, divergence de B égale à 0. Ça veut dire tout simplement que pour ce champ magnétique, il existe un potentiel vecteur A tel que ce vecteur B, je peux l'écrire comme étant le rotationnel de ce vecteur A. Donc, il existe un potentiel vecteur A tel que B égale à rotationnel de A. D'accord? Donc, en champ électrique, nous avons montré qu'il existe une fonction scalaire V telle que E égale à moins gradient de V. Et l'équivalent de ce potentiel scalaire en magnétisme, c'est un potentiel vecteur. Donc, le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur. Autrement dit, quel que soit le champ magnétique B, il existe toujours un vecteur A tel que B égale à rotationnel de A. Donc, ça vient de cette formule-là, du fait que divergence de B égale à 0 et du fait que divergence de rotationnel de A égale à 0, quel que soit le vecteur A, ça veut dire tout simplement que je peux mettre toujours B sous la forme de rotationnel d'un vecteur. On dit donc que le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur. Donc, le champ électrique dérive d'un potentiel scalaire. Le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur. Et on verra le rôle de ce potentiel vecteur quand on va établir les équations de Maxwell. Bien. Maintenant, on a vu que le potentiel scalaire E égale à moins gradient de V, que le potentiel scalaire associé à un champ électrique est défini à une constante près. Ça veut dire que si V est une fonction scalaire dont dérive le champ électrique E, quel que soit V' est égal à V plus une constante, vous avez toujours E égale à moins gradient de V' aussi. Donc là aussi, vous avez le potentiel vecteur, il est défini cette fois-ci, non pas une constante près, mais un gradient près. En effet, le potentiel vecteur est défini à un gradient près parce que si je prenais un vecteur A' tel que A' est égal à gradient de F, vous avez aussi B égale à rotationnel de A'. Pourquoi? Parce que le rotationnel de gradient de n'importe quelle fonction scalaire, c'est 0. Donc le champ est défini à un gradient près. En électrostatique, le potentiel est défini à une constante près, et pour
lever l'indétermination, on choisit toujours la référence quelque part. Par exemple, si vous avez des charges finies, on prend le potentiel à l'infini égal à 0. Ça, c'est en fait, on appelle ça un choix de jauge. On impose une condition supplémentaire au potentiel pour qu'il soit défini exactement. Donc, la même chose ici. On impose au potentiel vecteur d'être lui-même un champ à flux conservatif, c'est-à-dire chaque divergence est égale à A, pour qu'il soit déterminé exactement. Et cette condition-là, on l'appelle la condition de jauge de Coulomb, dans le cas de la magnétostatique. On verra, lorsqu'à des régimes variables, il faut ajouter un terme supplémentaire à cette expression-là. Donc, en résumé, donc je reprends, donc le champ magnétique est un champ à flux conservatif, ça veut dire divergence de B égale à 0, quelle que soit la divergence de B égale à 0, quelle que soit l'origine de ce champ magnétique B. Si sa divergence est nulle, ça veut dire qu'il existe un potentiel vecteur A tel que B égale à rotationnel de A. Autrement dit, on dit que le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur. Et ce potentiel vecteur, il est défini à un gradient près, d'où la condition supplémentaire qu'on peut lui ajouter, lui imposer, c'est divergence de A égale à 0. Maintenant, on va, voilà, tout ce qui concerne les lois de la magnétostatique, hein, et sa comparaison. Bon, si vous voulez, on va faire un résumé en comparant champ électrique et champ magnétique. Donc, champ électrique ici, ici champ magnétique. Donc, vous avez ici divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Ici, vous avez divergence de B égale à 0. Ici, vous avez rotationnel de E égale à 0. Ici, vous avez, bon, on ne l'a pas encore déterminé, il nous reste la quatrième condition à déterminer. Par contre, on a montré qu'ici, il existe une fonction scalaire V telle que E est égal à moins gradient de V. Là, il existe un potentiel vecteur A tel que B égale rotationnel de A. Voilà. Ici, pour déterminer le potentiel pour lever l'indétermination sur les potentiels, si la charge est finie, par exemple, on prend le potentiel à l'infini égal à 0. Si la charge est infinie, on pourra prendre ou bien prendre le potentiel, par exemple, pour R égale à une distance A quelconque égale à 0. Donc, on ajoute une condition supplémentaire. Ici, la condition qu'on ajoute, c'est toujours divergence de A égale à 0. Voilà, ce potentiel, il vérifie cette relation divergence de A égale à 0. Donc, vous voyez qu'il nous reste une autre relation à déterminer ici. Donc, on a vu divergence, donc il nous reste rotationnel. À quoi est égal le rotationnel de B? Et ça va concerner la dernière partie de ce cours. On va essayer de parler du théorème d'Ampère, justement, une autre façon de calculer le champ magnétique, fort heureusement, d'une façon beaucoup plus simple que la méthode directe. Donc, vous allez voir, comme la loi de Gauss ou bien le théorème de Gauss était un théorème très facile qui permet de calculer le champ électrique, vous allez voir de la même manière, le théorème d'Ampère est un théorème qui va vous permettre de calculer le champ magnétique d'une façon extrêmement simple. Bon, ce n'est pas une démonstration que je vais faire ici, mais c'est juste une vérification du théorème d'Ampère qu'on va généraliser. Donc, je prends ici un fil infini, je prends un contour gamma, un cercle. Pas un cercle, c'est un contour fermé quelconque, que je vais orienter dans ce sens-là. Donc là, il faut toujours l'orienter, on verra pourquoi. Et je vais essayer de calculer la circulation de B suivant ce contour fermé. Donc, un élément de longueur d'un contour en coordonnées cylindriques, c'est d de R suivant ER, plus R d de θ suivant Eθ, plus d de Z suivant EZ. On sait que le champ créé par un fil infini, qui est B égale à mu0 I, sur 2πr suivant Eθ. Donc, si je calcule B scalaire D de L, vous avez Eθ scalaire ER va être égal à 0, Eθ scalaire EZ va être égal à 0. Qu'est-ce qu'il va rester? mu0 I sur 2π fois R D de θ. On simplifie avec ce R, il va rester mu0 I sur 2π fois D de θ. Donc, si je calcule la circulation suivant le contour fermé, j'intègre bien sûr θ entre 0 et 2π. Et ça vous donne directement 2π, et 2π avec 2π, ça vous donne mu0 I. Donc, que je peux écrire mu0 fois la somme de tous les courants
enlacé par le contour gamma, ou bien intérieur à gamma. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle le théorème d'Ampère. Donc, la circulation d'un champ magnétique suivant un contour fermé est égale à mu0 fois la somme algébrique. On verra que les courants peuvent être comptés soit positifs, soit négatifs. Ça dépend s'ils sortent ou bien s'ils rentrent, s'ils sont de même sens que la normale ou bien dans le sens inverse. Donc, c'est la somme du courant intérieur à gamma. Donc, si j'oriente mon contour dans ce sens-là, la normale, ça va être vers le haut, et ce courant-là va être compté positivement. Ça sera plus mu0i. Si par hasard, j'oriente mon contour dans ce sens-là, je prends ici mon orientation dans ce sens-là, la normale, ça va être vers le bas. Vous utilisez toujours la règle du tire-bouchon. Et ce courant, vous voyez bien, il est dans le sens inverse à la normale. Dans ce cas, ça sera moins mu0i. On verra ça plus en détail. Bien, donc on va d'abord énoncer ce théorème. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème d'Ampère? Il vous dit que la circulation des vecteurs champs magnétiques le long d'une courbe fermée, donc faites très attention, pour le théorème de Gauss, le flux à travers une surface, là, on prend toujours une courbe. C'est une ligne fermée. Est égal à quoi? De forme arbitraire, mais on verra qu'en général, on va travailler avec deux formes. C'est égal à quoi? C'est la somme algébrique, donc ça veut dire le courant, il faut tenir compte du signe de courant, la somme algébrique des intensités parcourant les conducteurs entourés par le contour gamma. Donc voilà, la circulation de B suivant un contour fermé, c'est mu0, la somme algébrique du courant intérieur à gamma. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, somme algébrique? Voilà, je vais donner quelques exemples. Imaginez, vous avez un contour gamma ici. Je vais prendre ici, je vais prendre une autre couleur. Je prends ici, voilà, un contour, un troisième et un autre contour. Donc, celui-là, je l'appelle I1, celui-là, je l'appelle I2, celui-là, je l'appelle I3. Je vais orienter mon contour. Tout de suite, la première chose qu'on fait quand on prend un contour, c'est de l'orienter. Une fois que vous avez orienté votre contour, vous indiquez la normale. Donc ici, je l'oriente dans ce sens, la normale va être vers le haut. Donc les courants qui sont dans la direction de la normale seront comptés positifs. Ceux qui sont dans la direction opposée à la normale seront comptés négatifs. Donc s'il y a un champ magnétique dans cette région, je suis sûr que la circulation de B suivant gamma 1 va être égale à quoi? Va être égale à I1 moins I2. Celui-là, je ne vais pas en tenir compte parce qu'il n'est pas intérieur à gamma. Il ne passe pas il n'est pas intérieur au contour gamma. D'accord? Si j'oriente mon contour gamma dans le sens opposé avec les mêmes courants, toujours vous avez I1, I2, I3. Si j'oriente le contour cette fois-ci dans le sens opposé, la normale va être vers le bas. Donc, celui-là, c'est I2 qui va être compté positivement cette fois-ci. I1 va être compté négativement. Et celui-là, c'est toujours à l'extérieur de gamma. Est-ce que c'est clair, cette notion de somme des courants intérieurs à gamma? Bien. Maintenant, on va définir justement l'expression de rotationnelle de B. Et là, il suffit d'utiliser la relation entre la densité de courant et le courant électrique. Ça, on l'avait déjà utilisé plusieurs fois. Le courant, c'est le flux de la densité de courant à travers une surface S. Si vous avez un fil parcouru par un courant I, on peut lui associer une densité de courant J. Et le flux de J à travers cette surface, c'est bien le courant I. Donc, la circulation de B, c'est mu0 fois la courant. Et le courant, je peux le remplacer par le flux de J d de S. Donc, vous voyez bien que par le théorème de la circulation, donc on a dit que la circulation d'un vecteur à travers un contour fermé, c'est le fluide rotationnel de B à travers la surface S qui entoure le contour gamma. Donc, là aussi, c'est un théorème, le théorème de Stokes, je crois qu'on l'appelle, que nous avons vu aussi dans le premier cours. Donc ça, c'est valable. Donc la circulation suivant un contour fermé d'un vecteur A scalaire D de L, un contour fermé gamma, c'est le flux
de rotationnel de A à travers n'importe quelle surface S, l'essentiel que cette surface entoure gamma. Donc, c'est un résultat très, très général. Vous avez par exemple un contour gamma. Je peux prendre ici n'importe quelle surface qui s'appuie sur gamma. Si dans cette région, j'ai un vecteur A par exemple, si je calcule la circulation de A suivant ce contour, ça va être obligatoirement égal au fluide rotationnel de A à travers n'importe quelle surface qui s'appuie sur gamma. Je peux prendre cette surface comme je peux prendre cette surface-là. Celle-là aussi s'appuie sur gamma. D'accord? Donc, je remplace ici le flux de B, la circulation de B par le fluide rotationnel de B. Faites attention ici, c'est une surface ouverte, ce n'est pas fermé. C'est une surface qui s'appuie sur le contour gamma. Donc, le fluide rotationnel de BD de S égale à mu 0 JD de S. Donc, par analogie, je peux déduire rotationnel de B égale à mu 0 J. Et c'est ça ce qu'on appelle la quatrième équation de Maxwell. Ou bien théorème d'Ampère se forme locale. Forme locale. Donc voilà, on l'a démontré. Bon là, il suffit juste de suivre une seule fois, mais vous allez utiliser tout de suite toujours la forme locale, sans bien sûr la démonstration, juste de comprendre d'où ils viennent, mais on ne vous demandera pas de nous donner la démonstration des équations. Donc voilà l'application du théorème d'Ampère. Donc maintenant, comment appliquer le théorème d'Ampère? C'est exactement les mêmes étapes que nous avons vues pour le théorème de Gauss. Première chose à faire, c'est toujours la symétrie plus les invariances. Là, les invariances sont très, très importantes. Ensuite, choix du contour gamma. Et là, c'est très, très simple pour le choix du contour. Vous avez deux cas. Soit vous avez un champ magnétique que vous avez montré qui est suivant θ. Et dans ce cas, vous n'avez pas le choix, c'est un cercle. C'est toujours un cercle si les lignes de champ sont circulaires. Sinon, dans tous les autres cas, c'est un rectangle. Un rectangle ou bien un carré, c'est la même chose. Hein. Rectangle ou carré, c'est la même chose. Donc, vous avez deux cas. Hein. Soit vous avez un champ qui est suivant, si les lignes de champ sont circulaires, et dans ce cas, le contour gamma, c'est un cercle. Soit dans tous les autres cas, ça veut dire le champ il garde une direction fixe dans ce sens-là, ou bien une direction fixe dans ce sens-là, par exemple, ou bien il est, je ne sais pas moi, il n'est pas de toute façon, il n'est pas suivant θ. Dans ce cas-là, il suffit juste de prendre des cercles ou des carrés. Le seul problème, bien sûr, comment mettre le cercle, comment mettre le carré, on verra les exemples. Et une fois que vous avez choisi votre contour fermé, il faut l'orienter parce que les courants vont être soit positifs, négatifs, ça dépend de le sens d'orientation du contour. Et en dernière étape, bien sûr, on applique le théorème. Maintenant, pour être concret, on va l'appliquer dans un cas bien déterminé, c'est le fil infini. Donc, fil infini. On a déterminé le champ tout à l'heure, en calculant le segment, en tendant alpha 1 vers pi sur 2, alpha 2 vers moins pi sur 2, on a déterminé le champ créé par un fil infini. Maintenant, on va le faire par le théorème d'Ampère. Donc, première chose, c'est la symétrie plus l'invariance. Bon, la symétrie, on a déjà parlé. Pour un fil infini, le champ va être suivant θ. Pourquoi? Parce que le plan ERZ est un plan de symétrie. Ça, on l'a déjà parlé. Les invariances. Pour le fil infini, c'est la même chose pour le champ électrique. Vous avez invariance par translation suivant l'axe Z. Vous êtes là, là, ou là, ou là. Vous allez observer toujours le même fil infini. Donc, le champ ne dépend pas de Z. Vous avez invariance par rotation autour de θ. Vous êtes là, là, ou là, ou là. Vous allez observer toujours le même fil. Donc, le champ ne dépend pas de θ. Donc, il ne dépend que de R. Donc, ça, c'est la symétrie. On a déjà parlé. Les invariances, c'est les mêmes que pour le champ électrique. Deuxième étape, choix du contour. Donc, j'ai un champ qui est suivant en θ, je ne vais pas réfléchir, je vais prendre gamma un cercle de rayon petit r qui passe par le point M où on me demande de calculer le champ. Donc, on me demande de déterminer le champ, on a point M situé à une distance R de l'axe du segment, du fil infini. Donc, je prends un cercle qui passe par le point M. Troisième étape, il faut orienter ce segment.
là, c'est arbitraire, c'est à vous de prendre. Vous pouvez le choisir dans ce sens, comme vous pouvez le choisir dans le sens inverse. Bien sûr, le résultat ne dépend pas de ce champ, de cette orientation. Et je vais vous montrer ceci. En prenant les deux orientations, il faut trouver la même chose. Maintenant, justement, voilà deux contours gamma. Le premier, je l'ai orienté dans ce sens. Le deuxième, je l'ai orienté dans le sens inverse. Ce qu'il faut noter ici, c'est que pour le champ magnétique, on va travailler en algébrique. Ça veut dire quoi? La symétrie me dit que le champ va être suivant Eθ. C'est tout. Mais il ne me dit pas est-ce qu'il va être suivant plus Eθ ou bien suivant moins Eθ. Donc là, il faut faire très attention. La symétrie vous donne la direction, mais il ne vous donne pas le sens. Mais c'est le calcul qui va vous donner est-ce qu'il va être suivant Eθ ou suivant moins Eθ. D'accord? Donc là, on va travailler en algébrique. B de R peut être positif comme il peut être négatif. Je n'en sais rien pour le moment avant de faire le calcul. Donc c'est algébrique. Tout ce que je sais, c'est que c'est un vecteur qui est suivant Eθ. Maintenant, je vais faire la démonstration dans les deux cas. Premier cas, j'oriente mon contour dans ce sens-là. Si j'oriente mon contour dans ce sens-là, quelle sera la circulation de BD de L? D de L, ici, va être comment? Quelqu'un me dire D de L va être quoi? Dans ce cas-là. Positif. C'est égal à quoi sa valeur? D'abord, son expression. Un élément de longueur de ce cercle. R de tout état. Très bien, Zil. R d de θ. R d de θ suivant Eθ. Et dans ce contour-là, si j'oriente le contour maintenant dans ce sens-là, voilà un élément de longueur d de L. Il va être comment ici? Moins R de θ. Voilà, moins R d de θ suivant Eθ. Voilà ce qui dépend, voilà l'élément de longueur, lui, il dépend du sens dans lequel j'oriente mon contour gamma. Si j'oriente contour gamma dans ce sens, d de L va être R d de θ suivant Eθ. Si j'oriente mon contour gamma dans le sens inverse, ce sera moins R d de θ suivant Eθ. Très bien. Maintenant, je calcule B d de L. Alors que B, c'est toujours B de θ suivant Eθ dans les deux cas. Parce que B, c'est algébrique. Je ne sais pas, avant de faire le calcul, est-ce qu'il est suivant plus Eθ ou bien moins Eθ. Je vais travailler en mesure algébrique. Cette expression, elle est valable quel que soit le sens dans lequel j'oriente le contour gamma. Donc, je calcule la circulation. Donc, ce sera B suivant Eθ, scalaire R d de θ suivant Eθ. Ça va me donner l'intégrale de R fois B d de θ. Bien. Si je calcule la circulation suivant un cercle de rayon R, est-ce que le rayon, il est comment? Je calcule la circulation suivant un cercle de rayon constant. Donc, R, il est constant. Je le sors de l'intégrale. Maintenant, les invariances m'ont dit que B ne dépend que de R. Or, tous les points du cercle, le rayon, il est comment? Il est constant. Donc, B de R aussi, il est constant. Je peux le sortir de l'intégrale. Donc, il me reste l'intégrale d de θ sur un contour fermé. Et l'intégrale d de θ, c'est 2π. Donc, ça me donne 2π R fois B de R. Pour le premier cas. Pour le deuxième cas, la circulation de B d de L, qu'est-ce qu'il va rester? Bien sûr, j'ai un signe moins qui va s'ajouter. Ce sera moins l'intégrale de R fois B d de θ. Et donc, ce sera moins 2π R fois B de R. Est-ce que c'est clair? Maintenant, la sommation du courant pour le premier cas va être égale à combien? Voilà mon contour, le sens d'orientation. La normale, ça va être vers le haut. Combien de courants traverse le contour gamma? I fois... Un seul. Un seul, c'est un seul courant, celui-là. Donc, c'est égal à I, avec un signe plus, parce qu'il est dans le sens de la normale. Dans le deuxième cas, à quoi est égale la sommation du courant? Moins et sens opposé. Très bien, va être moins parce que si j'oriente le contour dans ce sens, ma normale, c'est vers le bas. Ce courant, il est dans le sens inverse à la normale, ça va être moins I. Et vous voyez que ce moins avec ce moins va disparaître. Et dans les deux cas, je vais trouver la même chose. Donc, dans le premier cas, j'ai B, j'applique le théorème d'Ampère. B fois 2πr égale à μ0 I. Et vous voyez, le calcul, il est extrêmement simple. Donc, B égale à μ0 I sur 2πr. Très facile.
Dans le deuxième cas, la même chose. J'ai moins 2πr fois b égale à moins μ0i. Je simplifie avec des signes moins et vous voyez bien que b, c'est μ0i sur 2πr. Donc, dans les deux cas, je trouve que b est suivant θ. B est suivant θ. Parce que b, lui, ne dépend que du sens de courant. Il ne va pas dépendre du sens dans lequel j'oriente mon contour. Ça, c'est uniquement une étape de calcul. Si le courant est suivant le ρ, il va être toujours suivant θ pour les deux, dans les deux cas. Donc, c'est pourquoi c'est mieux de travailler en algébrique et le calcul va vous donner ce qu'il est suivant plus θ ou bien suivant moins θ. Donc, voilà la méthode qu'on utilise pour appliquer le... Bien sûr, vous allez utiliser uniquement un seul cas. Soit vous orientez votre contour dans ce sens ou bien dans le sens inverse, vous allez faire le calcul. Donc, vous voyez, par exemple, pour le fil infini, le calcul, il est très simple parce que tout simplement, la circulation va dans le B. Vous voyez, c'est très facile. Très, très facile. Bien sûr, je ne peux pas appliquer le théorème d'Ampère lorsque le segment est fini. Hein, si vous avez un segment fini, pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui bloque? Hein? Qu'est-ce qui bloque dans le cas où j'ai un segment fini? Ah, le problème, j'ai plus l'invariance. Donc, B va dépendre de R et de θ. Et donc, la circulation suivant un contour fermé ne sera plus, j'ai plus le droit de sortir B de l'intégrale. Ça va être un peu compliqué, d'accord? Donc là, je ne peux pas l'appliquer pour le cas du segment pour déterminer le théorème d'Ampère pour un segment fini. Donc, c'est valable uniquement pour un segment infini. Un autre cas, on peut appliquer le théorème d'Ampère, très classique là aussi. Bon, on le verra aussi, on va le revoir en TD, mais je vais le faire parce que ce sont des cas vraiment, tout ce qui est segment, fil infini, fil, spire, solénoïde, ça c'est les cas vraiment où tous les examens, vous allez toujours tomber vers un parmi les quatre. Hein. Toujours vous avez un petit calcul de champ magnétique, un cas parmi ces quatre cas. Bon, ce qu'on appelle d'abord un solénoïde, c'est, je n'ai pas donné le schéma, c'est un enroulement. Vous avez un cylindre sur lequel vous allez enrouler un fil. Et on va travailler avec le cas de solénoïde infini pour pouvoir appliquer le théorème d'Ampère. Donc, on suppose le solénoïde est infini. Bon, l'exercice, on vous dit toujours un solénoïde très long. Très long, très long, ça veut dire qu'on va travailler dans l'hypothèse d'un solénoïde infini. Bien, toujours symétrie plus invariance. Je veux déterminer le champ d'un point quelconque de l'espace ici. Donc, l'axe du solénoïde, on va l'appeler EZ. Bien sûr, donc ça c'est EZ, ça c'est ER, et Eθ, c'est un vecteur qui est sortant. ER vectoriel Eθ, ça vous donne EZ. Quels sont les plans de symétrie? Est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par le point M? Si le solénoïde est infini. Un plan de symétrie qui passe par le point M. MER-θ. MER-θ. Très bien. MER-θ. C'est ce plan-là. Le plan qui est perpendiculaire à OZ. Le plan qui est perpendiculaire à OZ est un plan de symétrie. C'est un plan de symétrie. Donc, le champ magnétique va être obligatoirement suivant EZ. Si le solénoïde est infini, vous avez bien sûr invariance par translation suivant l'axe Z. Vous avez invariance par rotation, donc le champ ne dépend que de R. Bon, là, les invariances, c'est comme le cas d'un cylindre infini en électrostatique. C'est les mêmes. Hein? C'est exactement les mêmes. Donc, symétrie plus invariance nous dit que le champ va être suivant OZ. Si le champ est suivant OZ, quel contour je vais prendre d'intégration? Quel est le contour d'intégration? Est-ce que je peux prendre un cercle? Rectangle. Voilà, donc je peux pas prendre un cercle, dans ce cas-là, je dois prendre un rectangle. Maintenant, le seul problème, comment je vais placer mon rectangle? Où il faut le placer plutôt? Donc, dans quelle région? Et là, il faut bien le faire une fois pour le comprendre. Donc, supposons que je prends mon rectangle à l'extérieur du solénoïde. Mon point M, il est là.
Donc, le rectangle doit toujours passer par le point où je calcule le champ. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de ce rectangle? Bien, on va essayer de calculer la circulation de B scalaire D de L suivant le rectangle A, B, C, D. Lorsque vous avez un rectangle, toujours il faut le partager, circulation suivant AB, plus la circulation suivant BC, plus la circulation suivant CD, plus la circulation suivant DA. Un rectangle, on n'a pas le choix, on doit calculer la circulation sur chaque segment. Bien sûr, D de L, ici, je l'oriente, bon, je vais l'orienter dans ce sens arbitraire, vous pouvez l'orienter dans le sens inverse, ça ne changera rien. Ce qu'il ne faut pas oublier que B, C, il ne dépend que de R, ça veut dire sur AB, vous avez le même champ magnétique que j'appelle B1, et sur CD, vous allez voir le même champ magnétique que j'appelle B2, parce que tous les points de AB sont à la même distance R de l'axe OZ, et tous les points de DC sont à la même distance R' de l'axe OZ. Donc ici, le champ magnétique il est constant, il vaut une valeur B1, ici, il vaut une valeur B2. Bien. Quelle sera la circulation suivant AB? Puisque R, ici, il est constant. Donc, le champ, il va être comment? Sur AB, le champ, il est constant, parce qu'il ne dépend que de R. Or, tous les points du segment AB sont à la même distance R de l'axe OZ. Donc, ce sera tout de suite B fois la longueur AB. Donc, je l'appelle L. Donc, distance AB est égale à L. Et plus parce que B est suivant au Z, ici D de L il est suivant au Z. Donc sur le segment AB, GD de L est égal à D de Z suivant au Z. Et B lui il est suivant au Z, par symétrie, c'est B suivant au Z. Donc vous allez voir l'intégrale de B D de Z qui est B fois l'intégrale D de Z qui est B fois L. Bon, j'ai résumé ici, j'ai écrit B fois L. Sur BC, quelle sera la circulation? Sachant que B, lui, il est suivant au Z. 0. 0, très bien, parce que B, il est perpendiculaire. Donc, B, il est suivant au Z, peu importe, plus Z moins EZ. Ici, D de L. Donc, B est perpendiculaire à D de L. Donc, plus 0. Plus la circulation suivant CD. Donc, ça va être, donc ici, B1. Ici, B2 va être quoi? Toujours B2 fois L, mais avec un signe moins. Pourquoi un signe moins? Parce que sur CD, ici, vous avez D de L, c'est moins D de Z suivant au Z. Vous voyez, D de L, c'est un élément de longueur comme ça. Vous voyez bien, il est suivant moins EZ. Et le champ, c'est un autre champ, ce n'est pas le même, parce que B dépend de R. Ici, vous n'avez pas la même distance de l'axe, donc je l'appelle B2. Donc, la circulation va être B1 moins B2 fois L. Combien de courants traversent ce contour? Combien? Aucun courant. Donc, la sommation du courant égale à? Égale à 0. Très bien. Donc, et on a, voilà. Et on a, et la sommation du courant intérieur, c'est 0. Donc, tout de suite, je vais déduire que B1 égale à B2. Donc, vous voyez, ce contour me permet juste de montrer que le champ est constant à l'extérieur du solenoïde. Et comme à l'infini, le champ doit être nul, parce qu'il n'y a pas de courant à l'infini, comme B infini doit être égal à 0, donc je peux déduire que B1 égale à B2 égale à 0. Pourquoi B à l'infini égale à 0? Parce que le courant circule, il est infini, il commence suivant l'axe Z. Ici, sur l'infini, il n'y a pas de courant. Donc, s'il n'y a pas de courant à l'infini, le champ va être à l'infini va être nul. Donc, ce contour me permet juste de montrer que le champ à l'extérieur d'un solenoïde, il est constant et que sa valeur est égale à 0. Maintenant, si je prends le contour à l'intérieur, je prends le contour à l'intérieur du solenoïde. Par exemple, celui-là. Celui-là. Bon, toujours, j'appelle ici le champ. Ici, j'appelle le champ B1. Ici, sur, j'appelle B2. Et toujours, j'ai A, B, C, D. Bien sûr, la circulation ne va pas changer. La circulation de B scalaire D de L, suivant le contour A, B, C, D,
va être toujours B fois L, B1 fois L, moins B2 fois L. Ici, je l'appelle B1, ici, je l'appelle B2. Là aussi, est-ce qu'il y a un contour qui traverse le contour gamma lorsque le contour se trouve à l'intérieur? Est-ce qu'il y a du courant qui traverse le contour gamma? Lui, il se trouve à l'intérieur de solenoïde. Est-ce qu'il y a du contour qui traverse ce solenoïde? Zéro, parce que votre contour, il est là. Il est quelque part ici. Or, le courant, il est là. Il vient ici. Voilà. Le courant, il circule dans ce sens. Voilà solénoïde, le courant. Si vous prenez un contour à l'intérieur, aucun courant ne va traverser ce contour gamma. Donc, la sommation est égale à 0. Donc, là aussi, tout ce que je peux dire que B1 égale à B2 égale à une constante. Donc, ce contour me permet de dire que le champ à l'extérieur du solénoïde est constant et que sa valeur est nulle. Celui-là me permet de dire juste que le champ à l'intérieur il est constant. À la limite, cette étape, on n'a pas besoin parce qu'on va démontrer, juste en utilisant celui-là, on va démontrer que le champ est effectivement constant. Maintenant, voilà le contour qu'il faut choisir pour déterminer le champ. Il faut le prendre ici. Donc, je vais effacer tout ça pour... Bon, je l'ai orienté au départ dans ce sens, mais c'est plus facile de l'orienter dans le sens inverse. Mais on peut le faire dans le même, n'importe lequel sens, pas un problème. Supposons qu'on oriente notre contour dans ce sens-là. La normale va être un vecteur qui est rentrant. Le courant ici, un croix, ça veut dire courant rentrant. Voilà. Vous voyez bien que le courant ici, il sort, hop, il rentre. Et il tourne. Et ainsi de suite. Et il tourne. Et il tourne. Donc, vous voyez, là, ce courant, il rentre, et puis de là, il sort. Donc là, vous allez voir plusieurs courants qui rentrent, qui traversent ce contour gamma. D'accord? Donc là, le contour, je l'appelle A, B aussi, C et D. Et on va essayer de calculer la circulation, comme d'habitude, suivant A, B, C, D. Vous suivez? Oups, oh non. La circulation, bon, si vous suivez, vous allez me dire A, B, C, D, de B scalaire D de L. Suivant AB, il va être égal à combien? Bon, on va dire suivant AB plus BC plus CD plus DA. Donc, suivant AB, il va être combien? Ici, on va dire le champ ici, il vaut une valeur B sur le segment AB. B suivant EZ, ça peut être suivant plus EZ. Bon, allez, on va dire c'est B suivant EZ, scalaire D de Z suivant EZ. Plus, suivant BC, va être combien? 0. 0 parce que B perpendiculaire à D de L. Suivant CD. 0, car on a montré que B à l'extérieur égale à 0. Et plus DA, 0, parce que B perpendiculaire à D de L. D'accord? Donc, je reprends. Ici, tous les points de AB sont à la même distance R de l'axe OZ, donc le champ il est constant. Donc, la circulation suivant AB, ça va être tout de suite B suivant OZ, scalaire D de Z suivant OZ, qui est en fait tout simplement B fois L. Ensuite, sur BC, ça va être 0 parce que B est perpendiculaire à D de L. Ici, à l'extérieur, c'est 0 parce que B à l'extérieur est égal à 0. Donc, sur là et là, la circulation est nulle. Et de là à là, la circulation est 0 parce que B est perpendiculaire à D de L. Donc, dans la circulation, il va vous rester uniquement B scalaire D de L. Bien. Maintenant, on va déterminer combien de courants traverse le contour gamma. Et souvent, on vous ajoute cette condition supplémentaire. Petit n, c'est le nombre. Oui. Pardon, je peux comprendre pourquoi suivant CD est égal à 0. Suivant CD, parce qu'on vient de montrer ici, on vient de montrer, et c'est transparent précédent, voilà, on vient de le montrer, il est là, voilà. Comme B1 égale à B2 égale à 0. On a montré que B à l'extérieur du solénoïde, il est nul.
Dans ce contour, on a montré que B est constant. Et comme B à l'infini est égal à 0, cette constante va être nulle partout. Wow. Ah, d'accord. D'accord? On a montré ici que le champ est constant, mais comme sa valeur à l'infini c'est 0, donc cette constante va être 0 partout, à l'extérieur du soleil et lui. D'accord? Oui, monsieur. Bien. Je disais, on va introduire ici, toujours dans le solenoïde, on vous dit, petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur, par une longueur égale à 1. Donc ici, j'ai une longueur L. Donc petit n, c'est le nombre de spires que contient une longueur unité, 1. Donc grand N, c'est le nombre de spires que contient cette longueur AB. Donc le nombre de spires que contient le segment AB, règle de 3, c'est grand N est égal à petit n fois L. Chaque spire est parcouru par I. Donc la sommation du courant, ce sera tout simplement NL fois I. Voilà la somme du courant intérieur. Ils sont tous positifs parce que si j'oriente mon contour dans ce sens, pourquoi je l'ai orienté dans ce sens? Pour que tout simplement EZ scalaire D de L va être positif, mais on pouvait changer le sens inverse, vous allez avoir juste des signes moins qui vont s'ajouter. D'accord? Donc, le combien de courants? Bien sûr, il y a des courants qui traversent ce contour. Donc, il y a celui-là, 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 celui-là. Pour les calculer, on vous dit toujours dans l'énoncé, petit n, c'est le nombre de spires que contient une longueur unité. Donc, je dois calculer combien de spires dans cette longueur AB. Donc, faites règle de 3. Grand N, la longueur AB. Donc, le nombre de spires total, c'est N fois L. Chaque spire est parcouru par un. Vous voyez, celle-là, elle est parcourue. Imaginez, vous avez votre contour, il est là. Vous voyez cette spire, celle-là, 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 celle-là. Tous ces spires, ils traversent le contour gamma. D'accord? Combien leur nombre? C'est petit n, n, L fois I. Bon, après, il suffit d'appliquer le théorème d'Ampère. Donc, j'ai la circulation, on a dit que c'est B fois L. Donc, la circulation de B fois D de L, c'est égal à B fois L, égale à mu 0, petit n, L fois I. Donc, je simplifie par L et je trouve B égale à mu 0, N fois I. C'est bien une constante. Donc, voilà le champ créé par une spire, un solénoïde infini en utilisant le théorème d'Ampère. Ce n'est pas très compliqué. À première vue, ça vous paraît un peu, mais avec le temps, vous allez voir, si on vous donne un solénoïde, c'est très facile. Vous prenez un contour à l'extérieur et ça va vous permettre de montrer que le champ est constant. Comme à l'infini, il est constant, donc je déduis que le champ est nul. Après, je prends un contour, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Et vous voyez que la circulation va être tout de suite B fois AB. Combien de courants? Je dois calculer la somme des sous-courants en utilisant petit n, nombre de spires par unité de longueur. Vous voyez, la démonstration se fait en 4 à 5 lignes, pas plus. Donc là, j'ai détaillé. Mais si vous voulez résumer le calcul, donc on prend toujours un contour. Des fois, carrément, dans les exercices, on vous dit, on prend B extérieur égale à 0. Donc, plusieurs exercices, vous allez trouver cette information. On prend B extérieur égale à 0. Dans ce cas, je vais aller tout de suite prendre un contour, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Après, bien sûr, la circulation va être uniquement B fois AB et la somme du courant, j'utilise règle de 3. Petit n, nombre de spires par unité de longueur. Grand L contient X spires. Donc, le nombre de spires, c'est petit n fois L. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Monsieur, Oui. si elle me dit qu'à l'extérieur, B est égal à 0, Vous allez tout de suite vers ce contour-là. oui, on va dire aussi qu'à l'intérieur est égal à 0. Donc, On n'a pas besoin. Non, l'intérieur n'est pas égal à 0. Non, l'intérieur n'est pas égal à 0. mais le contour qui est à l'intérieur, il est comme le contour qui est à l'extérieur dans le calcul. Non, non, non. Oui, mais oui, le contour, le contour te permet juste de montrer que le champ est constant. Regarde. Attention, là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu prends un contour ici, ou bien un contour là, un contour là, ou bien un contour là. Voilà. J'ai deux contours. Je l'appelle C1,
C2. Les deux, C1 me permet de dire que B1 égale à B2 égale à une constante. Et C2, je trouve le même résultat. B1 égale à B2 égale à une constante. Sauf que, ici, je n'ai pas l'infini. Ce C1, il se trouve uniquement à l'intérieur de solide vide. D'accord? Donc là, je peux le prendre n'importe où de grand R jusqu'à l'infini. Donc, ce B1 égale à B2 est égal à une constante C1. Cette constante C1, elle est valable entre grand R jusqu'à l'infini. Mais comme à l'infini, il est nul, cette constante est égale à 0. Par contre, C2, il est valable uniquement entre là et là. Donc, c'est une constante. Je ne peux pas dire qu'il est égal à 0. D'accord? Oui, donc c'est égal à quoi dans nos cas C'est ici? ce qu'on a calculé. C'est ce qu'on a calculé. Pour trouver sa valeur, il faut prendre le contour dans une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Et on a trouvé que cette constante, c'est mu0 i. Mu0 n fois i. Voilà. Tu prends un contour comme ça et tu calcules la circulation suivant A, B, C, D. Ici, tu as n courants qui circulent à travers et on a montré que B égale à mu0 ni. Donc, cette constante, c'est mu0 ni. Cette constante-là. Ah, c'est bon, c'est compris. Merci, monsieur. D'accord. Donc, partout à l'intérieur, le champ est constant et sa valeur, ici, c'est mu0 petit n fois i. Donc, partout à l'intérieur, il vaut mu0 petit n fois i. Et il est suivant l'axe Z. Les lignes de champ sont axiales. Oui, monsieur, merci. Est-ce qu'il y a des questions, les autres? Monsieur, Oui. vous avez dit le choix du contour, il est arbitraire? Oui, arbitraire. Oui, c'est arbitraire, je le confirme. Ok. Tu peux le choisir comme tu veux. Regarde ici, par exemple, on a travaillé avec, cette orientation. Tu peux, toi, changer le sens inverse. Donc, le sens inverse, qu'est-ce qui va changer? Voilà le sens inverse. Qu'est-ce qui va changer? Dans la circulation, tu vas avoir un signe moins, hein, parce que ce sera l'intégrale de moins d de z suivant EZ, scalaire b suivant EZ. Donc, tu vas avoir moins b fois L. Et si tu choisis dans ce sens-là, la normale, ce sera vers le haut. Mais les courants, ils sont rentrants. Donc, tous les courants vont être quantis négativement. Donc, les signes moins vont disparaître. Moins mu0, petit n fois i. L fois i. Donc, ce signe moins avec ce signe moins va disparaître. D'accord? Ok, monsieur. C'est-à-dire le signe moins ne va pas hypothéquer le résultat, c'est-à-dire la signification physique du résultat. Non, non, il n'y a pas de signe moins, il va disparaître. Il n'y a pas de signe moins, tu vas trouver le même résultat. Tu n'as pas compris. Regarde. Non, il faut trouver le même. Regarde. Tu n'as pas suivi. Regarde, si j'oriente dans le sens inverse, je l'oriente dans ce sens-là. L'axe Z, il est comme ça. Donc, D de L, c'est moins D de Z. D'accord? Tu suis? Est-ce que tu suis là? Oui, bof, oui. Donc, ça sera moins B fois L, la circulation. D'accord? Mais si je l'oriente dans ce sens-là, la normale, ça va être sortante. La normale, ça sera sortante. Alors que ici, le courant, il est rentrant. Le courant, il est rentrant. Les courants seront quantifiés négativement. Donc, les courants, ce sera moins mu0 n petit n L fois I. Donc, le sigma avec sigma va disparaître. Ah oui, monsieur. D'accord? Ah oui, Par monsieur, contre, si tu as le contour ici, tu utilises l'orientation qu'on a utilisée. Là, la normale, elle est rentrante et le courant sera en quantité positive. Ouais. Et dB, il est suivant EZ. Donc là, j'ai plus, plus. Si je change l'orientation, je vais avoir moins, moins qui vont disparaître. Donc le résultat, lui, ne dépend pas de l'orientation. Ouais. Les D'accord, autres? je comprends. OK. Les autres, est-ce qu'il y a des questions?